Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer après avoir vu les premiers matchs de chaque équipe. Ils viennent de se terminer hier. Euh, j'ai des choses à dire et j'avais des choses à dire avant, mais j'ai pas pu. Donc je vais en parler maintenant. J'ai envie qu'on essaie d'observer peut-être faire un récapitulatif des, des grosses équipes qui ont joué, pour moi, j'aimerais analyser les équipes déjà que j'ai pu voir parce que j'ai pas pu voir tout le monde. Faut savoir que j'habite aux États-Unis, donc pour garder les matchs et gérer le boulot, bon, c'est pas facile. Je vais toujours prioriser le boulot malheureusement, mais du coup, sachez que toutes les analyses que je vous donne, c'est souvent des matchs que j'ai vus en pièces parce que j'ai été occupé à faire autre chose. Il y a des fois où j'aurais eu de la chance et j'aurais tout vu, mais par exemple la France, j'ai tout regardé, mais en général, c'est un peu en pièces, hein, comme la manière dont j'ai vu les matchs. Mais j'ai quand même envie de partager mes ressentis. Donc du coup, j'ai fait une liste, là, je l'ai devant moi sur mon téléphone, et on va traverser cette liste ensemble et parler de chaque équipe cas par cas. En commençant par la France. Bon, déjà, la France. Si vous voulez mes avis en détail du match contre le Sénégal, allez voir l'autre vidéo, hein. Moi, là, sur cette vidéo-là, je pense que je vais juste dire, essayer de tirer mes conclusions sur, euh, pour moi, si la France peut vraiment aller la chercher ou pas. Moi, je pense que oui, en fait, parce que la Coupe du Monde, c'est un tournoi à part, un peu comme l'Euro ou tu vois les tournois internationaux qui sont éliminatoires comme ça, parce que ce genre de football, le genre de football qui est montré enfin, dans ces tournois-là, c'est souvent le football où les individualités règnent, plus que le football d'équipe. Alors bien sûr, c'est très important le football d'équipe, et c'est ce qui va te permettre de faire en sorte que tes individualités puissent briller. Par contre, on a vu avec la France, avec l'Argentine, avec l'Angleterre, euh, avec d'autres équipes que les individualités ressortent dans ce foot-là, surtout quand c'est des attaquants, parce que c'est les individualités qui arrivent à faire la différence. Tout simplement parce que dans un football de Coupe du Monde, les équipes ont beaucoup moins de temps de travailler leur football, de créer un vrai système. Souvent, ce qu'on demande aux joueurs, c'est d'essayer de jouer au mieux leur poste, de la manière dont ils savent. Et après, voilà, tu essaies d'organiser tout le monde. Donc, j'ai ressorti 7 équipes qui, pour moi, ont les individualités pour pouvoir aller chercher cette Coupe du Monde. Et la France a forcément les individualités. Il n'y a qu'à regarder l'attaque, mais c'est pas que ça en fait. On a pour moi un milieu de terrain très solide. Rabiot a fait un très bon match contre le Sénégal, et d'ailleurs j'en ai pas assez parlé parce que Rabiot il a fait un très bon match quand même. Chouameni, je lui fais totalement confiance pour être le bosseur, le travailleur qui est capable de défendre pour 2-3 comme il l'a fait face au Sénégal. Et aussi parce qu'on a des vrais défenseurs centraux. Mais vraiment, hein, les deux défenseurs centraux qu'on a, pour moi, là, la charnière centrale qu'on a, c'est la meilleure au monde. Et donc, pour moi, cette France-là a de la chance, a sa chance parce que jusqu'à que Deschamps puisse réussir à trouver un système d'attaque qui puisse marcher pendant un match si jamais ça marche pas, pour moi, tu peux quand même compter sur ton milieu et ta défense pour te tenir. Pour moi, c'est vraiment juste les latéraux où il y a une faiblesse énorme. Et après, voilà, c'est comment tu cherches la cohérence offensive, comment tu fais pour la trouver. On a tous une idée en tête. Moi, j'ai partagé la mienne dans la vidéo d'avant. Deschamps, il essaie encore de voir si il faut mettre Dembélé en 10 ou à droite et du coup Olysée en 10 ou à droite. Moi, ça me gêne un peu quand même que on est en train de chercher les solutions pendant le tournoi. Ça me gêne un peu. Heureusement pour Deschamps, il a les qualités de joueur pour pouvoir se le permettre. Euh, mais voilà. Je pense que la France, en vrai, il n'y a pas beaucoup à débattre. Pour moi, vu que c'est
vu que le football international est un football qui priorise plus les individualités et la qualité individuelle au-dessus, je parle en général, hein, de la force collective de l'équipe, même si c'est très important, mais le jeu bien travaillé, je veux dire, parce que la force collective, il y a aussi l'entente entre les joueurs qui est importante, mais pour moi, ça, Deschamps, il va toujours gérer, parce que il a du respect, il a son respect, il a l'histoire avec l'équipe de France, tout le monde va écouter ce qu'il dit, même si il fait tout pour Mbappé, vu que c'est Deschamps qui dit ça, bah, tous les autres vont écouter, tu vois. Je dis pas qu'il est en train de faire ça, hein, mais si ici il était en train de faire ça, on va dire. Voilà, la France en vrai, je pense qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Mais pour moi, cette équipe de France n'est pas favori parce que, euh, au contraire, justement, cette équipe de France est un peu l'opposé de celle qui a gagné en 2018. Parce que celle en 2018 n'avait pas forcément les meilleures individualités en rentrant dans cette Coupe du Monde. On avait Benjamin Pavard à droite, on avait un Lucas Hernandez qui n'était pas encore découvert à gauche. On avait un Kylian Mbappé qui est arrivé à sa première Coupe du Monde. Bon, après, il s'est montré dans cette Coupe du Monde, mais on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Euh, il semble que Griezmann, c'est ce Griezmann-là, c'est le Griezmann. Ah non, c'est pas le Griezmann du Barça, c'est celui juste avant le Barça. Matuidi en ailier gauche, Giroud, qui, voilà, est un bon neuf, mais n'est pas de la qualité de l'attaque qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, la cohérence était vachement, vachement là. Je trouve que déjà avoir un Griezmann en 10 c'était parfait pour le système. Avoir justement un Matuidi ailier gauche qui pouvait couvrir les servir comme troisième milieu défensif dans des phases défensives, c'était utile. En plus, Matuidi il pouvait courir pour trois personnes, donc il était capable de faire deux rôles à la fois dans cette équipe. T'avais Pogba, t'avais Kanté qui courait pour tout le monde, Kanté qui était exceptionnel dans cette Coupe du Monde. Voilà, il y avait vraiment, je trouve qu'il y avait une cohérence. T'avais vraiment Mbappé qui était permis d'être cet ailier électrique, alors qu'ici, justement, je trouve que c'est tout à fait l'inverse. Il y a pas de cohérence. En tout cas, offensivement, je trouve qu'il y a très peu de cohérence parce que Mbappé ne joue pas à son bon poste, Dembélé n'est pas à son bon poste. Et du coup, ouais, alors, Olysée, il est mis à droite, mais il est entouré de mecs qui ne sont pas à leur poste. Euh, voilà, la cohérence avec les latéraux, vous savez déjà, pour moi, ça manque de cohérence. Donc, hâte de voir. Pour moi, ça peut marcher quand même, parce que, parce qu'on a les individualités. Et je te dirais, si cette équipe-là faisait face à d'autres équipes internationales dans un tournoi comme la Ligue des Champions, pour moi, elle aurait aucune chance. Mais pour une Coupe du Monde, vu que souvent les équipes ont trop peur de se découvrir trop, c'est les individualités qui vont vraiment faire la différence. Et par exemple, contre le Sénégal, c'est les individualités qui ont fait la différence. C'est la qualité de passe de Olysée, c'est la finition d'Mbappé sur le deuxième but, par exemple, la qualité de vitesse de Barcola sur le deuxième but. C'est ça vraiment qui fait la différence. Et par exemple, encore une fois, même le but du Sénégal, c'est une qualité individuelle. C'est pas vraiment du jeu collectif bien préparé qui a créé le but. Donc voilà, on a nos chances. Pour moi, on n'est pas favori, mais on a nos chances quand même. L'Argentine, alors parlons d'individualité du coup. L'Argentine, bon, il y a Messi, hein, et Messi nous a montré qu'il est capable de porter cette Argentine encore pour encore une Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas, mais il en est capable. On a tous vu son triplé magnifique. Franchement, il m'a choqué, hein. Il m'a choqué. Ma copine qui vient d'Argentine était folle de joie. C'était un moment magnifique pour nous de vivre ça. En plus, voilà, on assistait à l'histoire du football quand on a regardé ce match. C'était quand même magnifique. En analysant cette équipe, déjà, moi, ce que je remarque, c'est qu'on ne parle pas assez des autres joueurs dans cette équipe, qui pour moi ont tous été exceptionnels. La manière dont cette équipe d'Argentine était capable de ressortir les ballons en une, deux touches, en passant par le milieu ou par les ailes, à chaque fois, t'as l'impression que c'était facile. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'Algérie? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que il n'y avait pas que Messi dans ce match. Ils ont tous été excellents. Ils ont tous été très 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 bons pour justement servir Messi dans les meilleures conditions. Parce que Messi ne peut plus se permettre de venir chercher les ballons très très bas sur le terrain. Même il a allé défendre de temps en temps très bas sur le terrain. Voilà, c'est moi ce que j'ai bien aimé avec cette Argentine,
c'était qu'il y avait une construction rapide. C'était vraiment tic tac 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 tic tac 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 tac, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça vient à Messi et Messi te produit le dernier geste. Je trouve que cette Argentine, par exemple, elle est super cohérente. Super cohérente. La seule question que je me pose, et je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est si tu désignes quelqu'un qui peut bloquer Messi et que Messi, du coup, n'est pas capable de montrer son football, est-ce que les autres à côté sont capables de montrer leur talent? Moi, je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Sauf que justement, dans cette Coupe du Monde-là, Messi a été en feu, du coup, on peut pas trop se poser cette question-là. Mais vu la performance des mecs à côté de lui dans ce match-là, moi je pense qu'il y a vraiment des bons joueurs à côté aussi. Je trouve que McAllister sur ce match-là, il a été exceptionnel. Par exemple, De Paul, il a été incroyable. Les milieux, en général, je les ai trouvés très 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 bons. La défense, balle au pied, nickel. Ils n'ont pas concédé, je crois qu'ils ont concédé une frappe. Ils ont pas concédé une frappe cadrée, l'Argentine. Ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire beaucoup. Parce que l'Algérie est quand même une bonne équipe. Donc, n'avoir si peu galéré sur un match de poule comme ça, surtout qu'ils étaient attendus, hein, étant les champions en titre. En plus, pour moi, Messi peut être encore plus fort cette année parce qu'il est libéré du poids de devoir gagner une Coupe du Monde. Et ça peut lui permettre d'être encore plus fort. Pour moi, c'est un peu similaire pour le PSG. Le PSG de l'année dernière était très très fort. Le PSG de cette année, pour moi, était encore plus fort parce qu'ils étaient libérés du poids de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire que il y avait la pression de pouvoir, parce qu'ils savaient qu'ils étaient capables de gagner une deuxième de suite. Et pour moi, pour cette Argentine, la Coupe du Monde, c'est pareil. Mais il y avait plus ce poids de se dire si jamais on est éliminé, c'est encore la honte pour nous. Et pour l'Argentine, c'est la même chose. S'ils se font éliminer, c'est pas le drame, mais ils sont capables d'aller les chercher. Et donc c'est que du bénéf pour eux. Et pour moi, cet aspect mental-là, il peut vraiment les porter. Et je trouve que justement, ça s'est montré sur ce premier match. Si tu compares les deux coupes du monde, les deux dernières coupes du monde, les deux matchs qu'ont fait l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, le premier match, il était très mauvais, enfin, il n'était pas très mauvais, mais tu sentais que c'était la pression du match qui leur a coûté. Voilà, ils étaient pas libérés, ça se voyait sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'ils étaient extrêmement libérés. Les passes, elles étaient très risquées des fois, mais elles étaient super bien exécutées. Défensivement, je trouve que les défenseurs balle au pied, ils ont été exceptionnels. Il y avait vraiment une vraie cohérence. McAllister venait chercher les ballons très bas. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Le football de l'Argentine a été magnifique sur ce match. Et d'ailleurs, pour moi, peut-être avec l'Angleterre, c'est la grosse équipe qui a montré le meilleur football sur cette première, enfin sur leur premier match, on va dire ça. Donc voilà, l'Angleterre. Alors il faut savoir que moi, l'Angleterre, elle me fait très 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 peur. Ça fait plusieurs mois que je le dis depuis que je vois que ce que Kane fait cette année, je le dis à mes potes, je me dis, mais pour moi, Kane peut gagner le ballon d'or parce que pour moi, cette équipe d'Angleterre est capable de gagner. Surtout qu'ils ont Thomas Tuchel comme entraîneur. Et pour moi, Thomas Tuchel, c'est la recrue parfaite pour un tournoi comme ça parce que ces tournois-là, il sait super bien les gérer. C'est lui qui nous a amené justement dans la seule phase finale de Ligue des Champions où on est allé en finale avant voilà l'exploit de Luis Enrique. Euh, on est allé en finale sous Tourelle, pour moi aussi parce que c'était pas des matchs doubles. Il y avait que un match à chaque étage. Et Tourelle, je trouve qu'il sait très bien gérer ces matchs-là. Et il faut quand même se rappeler que le milieu de terrain du PSG à cette époque-là, c'était Ander Herrera, Marquinhos qui a été mis en 6 et je sais plus c'était qui le dernier, Idrissa Gueye ou un truc comme ça. Donc c'était pas un milieu de terrain qui était, voilà, surtout avec des mecs qui couraient pas devant. C'était difficile, hein, mais on était très bon, on arrivait vraiment à bien gérer ça. Tourelle pour moi est un expert de ça. C'est le mec qui t'a ramené la Ligue des Champions à Chelsea l'année d'après, enfin l'année d'après aussi. Il sait très bien gérer ses phases d'élimination et je trouve que ce qu'il a fait avec cette équipe d'Angleterre, c'est très malin. Je suis pas d'accord avec tous les choix qu'il a fait, mais je trouve que cette Angleterre joue les uns pour les autres déjà. Heureusement pour eux en plus que leur capitaine, leur leader est dans la meilleure période de sa carrière. Ça va vraiment les aider. Kane est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde.
Je suis tellement amoureux de ce joueur, la manière dont il joue au foot, je suis tellement fan. C'est un passeur exceptionnel. Il fait trois rôles à la fois, il fait 6, il fait 9, il fait 10. Kane, c'est magnifique. Et en plus, ce que j'ai trouvé super intéressant sur ce match contre la Croatie, en plus d'être que la cohérence était vraiment là, moi je trouve que l'aspect cohérence qui était le plus intéressant, je trouve, c'est l'échange de position entre Kane et Bellingham. On sait tous que Bellingham, depuis son année avec Ancelotti, avant que Mbappé arrive, on lui demandait souvent de faire double tâche. Tu fais le travail défensif d'un milieu de terrain, mais tu vas dans la boîte, tu vas mettre tes têtes, tu vas être le mec qui attire les défenseurs dans la surface. Et on l'a vu aujourd'hui avec Bellingham. On sait que dans la surface, c'est un mec exceptionnel. Il est super fort, il est super clinique. Et justement, Kane, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que Kane, alors oui, de base, en phase défensive, il va occuper, euh, il va occuper le rôle de neuf. Par contre, en phase offensive, surtout dans des phases rapides, on sait tous que Kane il redescend beaucoup pour pouvoir distribuer, utiliser sa qualité de passe magnifique pour pouvoir distribuer le ballon de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et sur ce match-là, il l'a tout le temps fait, Kane. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus d'être un buteur incroyable. Et ça colle parfaitement parce que du coup, dans les phases où Kane est plus bas, Bellingham est confortable à monter plus haut. Et je vois que ça se voit que Thomas Tuchel, il a vu ça et il leur a dit de faire ça, tu vois. Et que du coup, dans les phases où Bellingham est plus bas, d'ailleurs Bellingham en tant que milieu 10, tous les efforts qu'il a fait sur ce match-là, mais on sait ça de Bellingham, hein, on est au courant, hein. On sait il a des poumons de fou, qu'il est capable de courir pour trois quatre personnes dans le milieu, alors qu'il joue 10. Alors qu'il joue 10. Et pour moi, Kane et Bellingham bénéficient les uns des autres. Et c'est pas une coïncidence pour moi que les deux ont marqué hier et que les deux meilleurs joueurs de cette équipe-là étaient ces deux-là, justement, parce que cette entente-là, elle est nickel pour ces deux joueurs. Elle est nickel. Et maintenant que les deux, ils connaissent encore plus leur football que le tournoi d'avant, pour moi, cette équipe d'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. En tout cas, moi, c'est ce sentiment que j'ai. Et je trouve que il y a la balance parfaite entre talent et cohérence. Alors, il y a des failles hein, dans cette équipe d'Angleterre. Pour moi, sa faille, c'est les défenseurs centraux. Mais on ne sait pas si c'est vraiment une faille. En vrai, on attend de voir. Alors, je trouve que le match contre la Croatie, c'était bof. Mais la deuxième mi-temps, par contre, était bien meilleure des défenseurs. C'était tellement mieux géré. En plus, bon, ils sont pris de but, ok, mais il y en a un, c'est un but stratosphérique, magnifique. Voilà, en plus la Croatie c'était une bonne équipe, donc c'est pas comme s'il fallait s'attendre à ce que ça soit facile. Mais j'ai trouvé cette Angleterre hyper convaincante, hyper cohérente, et elle me fait peur parce que ils ont Tourelle pour gérer tout ça, et il n'y aura personne qui aura le contrôle de l'équipe plus que Tourelle. Donc pour une Coupe du Monde, c'est superbe ça. Pour moi, en fait, Tourelle, je le vois un peu au même niveau que Deschamps, dans le sens où ils savent tellement bien déjà gérer un vestiaire, les égos, tout ça, ils savent super bien gérer. Faut voir les égos que Deschamps on lui demande de gérer, il en a beaucoup, hein. Et puis, ils sont très très forts dans ces matchs élimination directe à beaucoup de pression. Ils savent gérer les émotions de leurs joueurs, voilà. Ils savent prendre la responsabilité des matchs. Moi, je trouve ça, je trouve ces deux entraîneurs très similaires. Et pour moi, Tourelle est capable de faire quelque chose de très spécial avec cette équipe d'Angleterre. Et moi, je vous le dis, moi, je les vois gagnants. Alors, j'avais dit que le Portugal était mes favoris et je tiens quand même encore à le dire. Alors, c'est peut-être l'équipe qui me fait le plus peur, le Portugal. Surtout parce que cette équipe du Portugal devrait être la kryptonite de cette équipe de France. Parce que la meilleure manière pour moi d'éteindre cette équipe de France, de faire en sorte de garder le ballon, de continuer à garder le ballon, continuer à garder la possession, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, afin d'éviter que les attaquants puissent avoir beaucoup de ballons pour pouvoir se chercher, se chercher, se chercher, se chercher. Il faut éviter que les mecs de devant puissent avoir le ballon en fait. Et le Portugal est pour moi l'équipe qui garde le mieux la balle. Alors oui, il y a l'Espagne aussi,
Mais pour moi, le Portugal était encore mieux armé que l'Espagne pour pouvoir garder le ballon de manière pénible pour l'adverse dans un match. Alors oui, ils n'ont pas gagné le Portugal, par exemple. Mais le ballon, ils l'ont eu. Hein. Ils l'ont eu le ballon. Hein. Alors oui, c'était le Congo en face, on pouvait s'y attendre. Mais la manière dont ils sont capables d'évacuer le pressing, ça me fait peur, quoi. Et je trouve qu'en plus que le pressing de la France n'est pas très 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 cohérent, justement. Je trouve que c'est un peu bordel, parce que Dembélé, il fait un peu le pressing qu'il fait au PSG, sauf qu'il est 10, donc il peut plus trop se permettre de le faire. C'est un peu perdu. J'espère que Deschamps et Dembélé pourront trouver une entente afin que ça puisse devenir cohérent tout ça. Mais bon, voilà. Et du coup, le Portugal, pour moi, a toutes les armes pour faire vraiment, vraiment, vraiment chier à cette équipe de France. Le seul truc, c'est que cette équipe de France a une très bonne défense. Et que justement, le Portugal, défense à découvrir. Voilà, c'est ça, défense à découvrir. Je trouve que ils ont pas du tout bien géré le coup de pied arrêté ou la tête qui se sont pris sur leur match justement. Je trouve que ça peut être que ça vraiment leur gros défaut, c'est d'avoir déjà pas beaucoup de mecs qui peuvent mettre des balles, qui peuvent mettre une tête. Défensivement, je parle parce que Ronaldo du coup, qui est un atout utile à la tête, ne le fait vraiment que devant. Et d'ailleurs, moi, si j'étais Roberto Martinez, je lui dirais à Ronaldo, dans des phases de, dans des phases où on se prend un coup de pied arrêté, j'aimerais que tu viennes défendre, mec, parce que tu peux mettre la tête. Et tous nos milieux de terrain, ils sont petits. T'as Bernardo Silva, t'as Vitinha, t'as euh, Bruno Fernandes. Alors pas Joao Neves parce que lui de la tête, il est exceptionnel. Mais t'as Cancelo, t'as Mendes qui n'est pas super bon de la tête. Tous ces mecs-là sont pas des mecs qui sont bons de la tête. Donc, en plus, je crois qu'il avait Mika, il est gauche, Pedro Neto, je crois. Lui aussi, il est pas bon de la tête. Donc, tu peux avoir vraiment que tes deux centraux, Neves, qui peuvent vraiment évacuer un ballon de la tête quand tu te prends un centre. Euh, mais pour moi, du coup, en avoir un quatrième comme Ronaldo, ce serait utile. Moi, si j'étais Roberto Martinez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire si je suis fou, mais vu le manque de mecs qu'il y a dans cette équipe qui peuvent mettre une tête, je trouve que c'est un danger réel. Et pour éviter ce danger, voilà, je mettrais quand même Ronaldo, je demanderais à Ronaldo de descendre et aider. Surtout que maintenant, il n'a pas la vitesse pour vraiment très bien gérer les contre-attaques non plus. Donc, voilà. Alors, je sais que Ronaldo, il va peut-être pas être content de lui dire ça, mais je pense qu'à un moment, il faut chercher la cohérence. Mais pour moi, ce Portugal-là a quand même toutes ses chances. La manière dont ils sont capables de garder le ballon, c'est assez fort. Moi, par contre, sur leur match, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que surtout les mecs de Paris qui sont habitués à faire ça, c'est la création d'occasions, quoi. Et Bruno Fernandes aussi, d'ailleurs. T'avais l'impression qu'ils osaient pas y aller, ils osaient pas essayer de dribbler quelqu'un, ils osaient pas essayer de faire un centre, de faire une passe, enchaîner les centres. Surtout, ils essayaient pas de frapper de loin. Et ça, c'est un truc, je trouve ça fou parce que Neves, il a une frappe de loin magnifique. Vitinha, on n'en parle même pas. Bruno Fernandes, il a une qualité de frappe superbe à l'entrée de la surface. Il y a tellement de monde. Même Bernardo Silva, pareil. Nuno Mendes, il a une patte de gauche de fou. Si j'étais portugais, ce qui m'aurait le plus gêné sur ce match-là, c'est qu'ils aient pas plus frappé en fait. Pas forcément de créer d'occasion, mais enchaîne les frappes de loin, enchaîne les frappes de loin. T'as un milieu qui va t'assurer la possession. Donc, ne t'occupe pas à garder trop la possession non plus. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est la possession, tu l'auras dans le match. Donc, tente, frappe, frappe, frappe. Quand tu vois que tu n'arrives pas à façonner des occasions, à manufacturer des occasions où tu peux vraiment rentrer dans le but, où tu crées un tapping parce qu'il y avait 5 défenseurs congolais, je trouve que la tactique et que l'approche offensive qu'a eu le Portugal sur ce match-là était juste mauvaise. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, le plus gros point faible de cette équipe du Portugal, c'est Roberto Martinez. Je trouve que ce mec-là, tactiquement, je ne l'ai jamais vu faire les bons choix au bon moment dans des tournois comme ça. Peut-être qu'en club, justement, Martinez, ça pourrait peut-être plus intéressant, mais en tout cas, dans des gros
tournois internationaux comme ça, à chaque fois, je trouve qu'il fait jamais le bon choix, il fait jamais le bon coaching. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, alors j'espère que c'est pas lui qui a donné ces instructions-là à son équipe et que c'était juste son équipe qui avait un peu la frousse pour la plupart d'entre eux de faire leur première Coupe du Monde. Mais pour moi, par exemple, le seul Parisien qui a essayé de créer quelque chose sur ce match-là, c'était Neves. Il tentait des passes qui rataient souvent, mais c'était vers l'avant, c'était en profondeur, c'était tenté. En plus, il marque un but. Voilà, moi je vous dis, hein, de toute façon, Neves, il va jamais rater un match. Même si les autres autour de lui, ils sont nuls, Neves, il va jamais rater un match parce il est capable d'impacter le match dans tous les aspects du jeu. Donc, voilà, je vous l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, Joao Neves. Je ne mâche pas mes mots quand je dis ça. Il y a du potentiel dans cette équipe du Portugal. Je trouve quand même, il faut juste avoir un peu plus de courage. Et tenter de loin plus. Parce que tu sais jamais quoi, tu te frappes de loin, surtout avec autant de corps dans la surface. Alors oui, très souvent ça va être bloqué, tout ce que tu veux. Mais il y aura des fois où ça va ricocher, ça va peut-être rentrer, ou alors ça va ricocher, ça va toucher la main. Il y aura une main quelque part, ou un truc comme ça, il y aura une faute. Ou que ça rebondisse sur un joueur. Il faut que tu tentes, quoi. Il faut que tu tentes. Les Congolais, surtout en deuxième mi-temps, ils reculaient toute la mi-temps. Donc il fallait continuer à frapper, continuer à frapper, continuer à frapper. Et je trouve que c'est ce qu'a manqué le Portugal dans son match contre le Congo. Mais pour moi, cette équipe du Portugal a un potentiel énorme. C'est un peu comme. Alors, non, c'est pas pareil parce que Didier Deschamps n'est pas Roberto Martinez non plus. J'allais dire, c'est un peu comme la France. Parce que pour moi, la question de la France, c'est est-ce que la cohérence du coach est meilleure que la cohérence du public? Là, c'est un peu la même chose en fait. Même si je trouve que son alignement, son premier 11, il était très bon. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait. Il a mis Bernardo Silva à droite. Il avait mis un milieu avec Vitinha, Joao Neves et Bruno Fernandes. Il avait mis Joao Cancelo à droite. Il avait mis euh, Nuno Mendes à gauche, il avait mis un ailier qui tu voulais. Bon, je trouve que Pedro Neto, c'était pas le bon choix. Autant prendre Rafael Leao si tu veux un mec qui va te créer des différences sur l'aile. Parce que Pedro Neto, c'est juste de la vitesse. Et contre un bloc bas, surtout, ça va te servir à quoi? Moi, j'aurais quand même aimé voir Joao Félix sur cette aile, sur cet endroit-là. Moi, je pense que ça peut être plus intéressant. Encore plus face au bloc bas qui, je pense. Déjà, Joao Félix, il a l'habitude de jouer avec Ronaldo et qu'ils combinent très bien ensemble dans le championnat saoudien. Mais Joao Félix est un mec plus technique qui arrive à bien se faufiler dans les petits espaces. euh, et il y en aura énormément dans une équipe comme celle du Portugal qui aura la possession et face à une équipe comme le Congo par exemple, tu vois. Euh, et surtout que si tu mets... Voilà, alors Joao Félix, pour moi, c'est le mec qui. C'est pas on sait tous, c'est pas un ailier, c'est un deuxième attaquant. Tu vois, c'est un mec qui utilise un 9 et qui fait l'électron libre un peu. Tu lui donnes un côté. Déjà, lui et Bernardo Silva, pendant le match, ils sont capables d'échanger parce que je trouve que Bernardo Silva, avec l'autre pied, c'est un peu le même profil si tu le mets sur l'aile. Euh, Tu peux les faire échanger, tu peux les faire en sorte que lui, Fernandez et Bernardo Silva, ils peuvent tous s'interchanger entre eux. Voilà, ils aiment bien tous cet espace-là. Donc fais en sorte qu'il y a des rotations. Voilà. Et puis, ouais, je trouve que ce serait plus intéressant de mettre un joueur Félix. Et surtout, si tu mets un mec comme ça, du coup, ça veut dire que l'aile, elle est que pour Nuno Mendes. Et je trouve que ça, c'est mieux parce que Nuno Mendes, il domine l'aile. Il domine toute l'aile. Toute l'aile. Tant que tu mets des mecs pour pouvoir couvrir pour lui quand il monte, Nuno Mendes, il défend. Pour moi, c'est un latéral gauche, hein, mais pour moi, ce mec-là, il domine son couloir. Son couloir. Pour moi, il le domine, son couloir. Donc, il faut utiliser ça, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, le match contre le Portugal, pardon, contre le Congo, il y avait eu une occasion où Mendes, il était passé, il a failli marquer et tout, c'était passé à rien, il est pris par deux personnes. Mais vu sa puissance physique, vu sa vitesse, vu que le jeu il passait de l'aile, eh bien ouais, voilà. Il pouvait montrer son football. Et en plus, Mendes, ce qu'il adore, c'est les espaces. Et si Joao Félix,
il touche pas l'aile comme le ferait un Leao ou comme le ferait un Pedro, il va aussi ramener son défenseur avec lui, plus dans l'axe, ce qui donne un peu moins de monde à devoir parcourir pour un mec comme Nuno Mendes justement. Donc, je sais pas, moi je trouve que ça a du sens, mais et si jamais Roberto Martinez pense à ça, je pense que ce Portugal-là peut être très intéressant. Et j'y croyais pas. Par contre, vu la compo qu'il a commencé avec là sur ce match-là, je trouve que peut-être il a vu quelque chose que j'ai vu aussi. En tout cas, c'est la manière dont je vois la chose. Après, vous me direz. Voilà, donc ça c'est le Portugal. Alors, moi j'ai mis le Maroc, hein. Pour moi, ce Maroc-là est l'un des favoris à cette Coupe du Monde. Si aujourd'hui, quand on regarde le foot que produit le Maroc, on se dit, enfin, cette Coupe du Monde finit par se terminer par une victoire du Maroc, je pense que personne n'est choqué en vrai. Alors c'est une histoire magnifique, ce serait une histoire incroyable, et je pense que, mais je pense, en fait j'ai envie de dire c'est logique. C'est logique d'une certaine manière. Enfin, quand tu regardes que le jeu, quand tu regardes pas l'histoire, l'historique des nations, tout ça, quand tu regardes que le jeu, je trouve que le Maroc fait partie des meilleures équipes au monde. Je trouve que le Maroc, avec l'Argentine et l'Angleterre, est pour moi le favori qui a fait la meilleure prestation, surtout que eux, ils l'ont fait contre une grosse équipe. Donc, je trouve que ce Maroc-là est véritablement favori. Je pense que les Français oublient un peu trop parce que le score cachait bien le match qu'on avait fait contre le Maroc, qui était, voilà, on a fait un bon match, mais le Maroc était très très fort, c'est ça que je veux dire. Le Maroc était un vrai demi-finaliste hein, quand on les a éliminés la dernière Coupe du Monde, et là ils sont encore beaucoup plus forts parce que ils sont plus avec Regragui, ils adaptent, ils savent très bien défendre vu qu'ils l'ont appris sur Regragui justement, mais c'est un football offensif le Maroc maintenant. C'est un football de possession avec Boadiz dans cette équipe-là en plus qui sait très bien faire en sorte que ce milieu-là domine. Euh, ils sont exceptionnels. En plus, techniquement, on a vu contre le Brésil, ils sont baladés à côté du Brésil. Ils sont baladés, surtout dans la première mi-temps. C'était. Waouh, le football qui était proposé par le Maroc sur la première mi-temps était magnifique. Il y avait des petits ponts partout. Il y avait des sombreros, il y avait des coups du foulard, il y avait des virgules, il y avait de tout. C'était le Brésil, je te le dis, c'était le Brésil en rouge. C'était incroyable le football qu'ils avaient produit contre le Brésil. Et pour moi, cette équipe-là me fait très peur. On se dit juste en vrai, la seule faille de cette équipe, c'est le manque d'expérience. Mais pour moi, cette équipe-là est capable de gagner la première Coupe du Monde à un pays africain et à son pays. Elle en est capable. J'ai jamais vu une équipe africaine aussi forte. Jamais. Jamais. Mais après, moi, je j'ai pas vu le foot depuis très longtemps. Mais j'ai pas commencé à regarder le foot depuis longtemps. Mais quand même. J'ai jamais vu ça, moi, hein, perso. Et alors, l'Espagne, commençons par l'Espagne. Je vois beaucoup de gens qui réagissent un peu trop vite. Je pense qu'il y a un contexte au fait que l'Espagne n'ait pas gagné ce match-là. Je pense que ce genre de truc-là, ça peut plus arriver à l'Espagne quand c'est des tournois, enfin quand c'est de la phase de groupe en fait, où il y a pas la peur de prolongation face à cette équipe d'Espagne si jamais il y a match nul, tu vois. Parce que cette équipe d'Espagne-là te fait courir tellement, elle te fait tellement oh là là, défendre. En plus, tu peux pas apprécier jouer au football face à cette équipe d'Espagne. Parce qu'elle t'étouffe tellement avec leurs passes qui sont énervantes à défendre, vu qu'elles sont toujours safe, bien placées. Voilà. Vous me comprenez. Euh, mais du coup, ça leur a un peu coûté ce match quand même. Parce que c'était un peu trop safe. Mais, cette équipe d'Espagne-là a joué sans ailier. Et quand il y a une équipe, même le Cap-Vert, ou c'était, ouais, le Cap-Vert, euh, qui est une équipe petite hein, dans la Coupe du Monde, euh, une équipe de foot bien entraînée saura défendre. Saura défendre comme ça, surtout quand il n'y a pas d'ailier en face. Il n'y avait pas de mec qui voulait vraiment créer une initiative par le dribble. Alors, il y en avait un qui avait une initiative, c'était Pedri par rapport à la passe.
hein, mais c'est plus dur face à un bloc bas de créer une différence grâce à une passe bien placée, même si il a failli, voilà, c'était ça. Ils ont touché la barre à un moment, ça part de Pedri, hein. Toutes les occasions que Cucurella avait, c'était Pedri. La connexion Cucurella-Pedri, elle est superbe, hein. Parce qu'il n'y avait pas d'espace pour courir, mais ils se sont trouvés quand même derrière la défense plusieurs fois. Curaçao a très bien défendu. Mention spéciale au gardien qui a été exceptionnel. Euh, mais voilà. Je trouve que beaucoup de gens réagissent un peu trop vite à ce qui est arrivé à l'Espagne quand même. Alors oui, c'était assez impressionnant quand même. C'était assez étouffant. J'étais avec un pote, on était en train de regarder ce match-là, on se disait mais ça va pas. Non, 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 ils vont pas faire match nul quand même. Ils vont pas faire match nul. Mais au fur et à mesure, voilà, c'est la magie de la Coupe du Monde aussi. T'as des équipes surmotivées en face, qui sont capables de tout faire. Et voilà, il y avait de la pression pour l'Espagne. Je pense que, en fait, tu vois, ça me fait un peu penser au Barça quand ils n'ont pas Yamal. Parce que Yamal, dans les deux équipes dans lesquelles il joue, on compte que sur lui pour créer des occasions par le dribble, en fait. Ou par le génie, tu vois, par le génie. Pour moi, Pedri, par exemple, c'est pas forcément un génie parce que. Alors, c'est un génie dans la vision qu'il a, je suis d'accord. Mais. Et dans l'exécution, voilà, il a un contrôle du ballon qui est sensationnel. Non, Pedri, je dis pas le contraire. Mais je trouve que ce qu'il fait, c'est. Ce qu'il fait dans son football, c'est pas forcément. Je l'ai jamais travaillé, quoi. C'est inné, c'est instinctif, c'est, tu vois, ce genre de truc là. En tout cas, dans la partie offensive du terrain, quoi, tu vois. À part dans la passe, à part dans la passe, à part dans la passe. Mais dans le dribble, tu vois, où c'est plus utile face à des blocs bas, euh, ouais, il y a que Yamal, quoi, tu vois. Nico Williams aussi, mais on sait pas lequel on va avoir, si on va l'avoir tout court. Mais en tout cas, la compo pour moi c'était une catastrophe, hein, de l'Espagne parce que déjà Ferran Torres à droite, tu ne lui rends pas service en fait. Tu ne lui rends pas service. On sait tous que il est capable de te sortir un mauvais match, Ferran Torres. Si tu le mets dans un poste qui n'est pas le sien, alors oui, il est rapide, il est technique et tout, mais c'est un mec qui a besoin de confiance et qui a besoin de repères dans un match, tu vois. Donc, le mettre dans un endroit où il n'a pas joué depuis je ne sais combien de temps, c'était une connerie. Alors que déjà, il peut t'occuper de postes. Par exemple, Ferran Torres, tu peux le mettre à gauche. Gavi à gauche, ça servait à quoi, mon gars? Bien sûr que t'allais avoir la possession, bien sûr que ça allait être un bloc bas. Tu t'attendais à quoi, mon gars, sérieux? Gavi à gauche sur ce match-là, ça sert à rien. Gavi, c'est très. J'aime beaucoup ce joueur, hein, j'aime beaucoup. Mais c'est pas son poste dans un match comme ça. Ça peut être son poste dans un match super intense où ce qui va compter, c'est le pressing pour pouvoir empêcher les relances. Mais dans un match comme ça, quand il y a une telle différence dans la qualité de balle au pied entre les deux équipes, mettre Gavi à gauche, ça n'avait aucun sens pour moi. Déjà, ça aurait, limite, ça aurait été plus logique s'il avait mis Gavi à droite pour mettre Ferran à gauche. Tu vois? Dans ce match-là, Gavi à droite, ça aurait marché aussi bien que Gavi à gauche. Tu vois? C'est pas son football, c'est pas un génie du ballon, Gavi. En tout cas, par rapport au mec à côté de lui. Surtout pour un ailier. Donc, ça peut marcher dans un match spécifique, ce genre de truc. Mais face à un bloc bas, surtout dans. Tu sais que les émotions et les repères sont importants dans une Coupe du Monde. Par rapport à un championnat ou une Ligue de Champions, même, c'est pas la même genre de pression parce qu'il suffit d'un match. Un match raté où la compétition est terminée, terminée, terminée. Tu vois? Quand c'est les doubles confrontations de la Ligue des Champions, tu peux te permettre de tester un truc qui tu penses va marcher s'il le faut. Et ensuite, tu peux réajuster si ça n'a pas marché pour le deuxième match. Donc, c'est pas horrible. Mais voilà, si tu démarres mal un match, déjà, ça te capote un peu le problème. Tu vois, par exemple, dans une Coupe du Monde. Là,
c'était pas le bon choix, je trouve. C'est juste, mais pour moi, c'est juste ça. J'attends de voir avec Yamal et les autres. On sait que Yamal, il est capable d'être très fort dans ces situations-là. Attendons de voir, c'est tout ce que je veux dire. Et alors, j'ai mis le Brésil en petit astérix. Tout ça parce que j'ai envie d'en parler plus qu'autre chose. Pour moi, le Brésil n'est pas un favori légitime à cette Coupe du Monde. Surtout que je trouve qu'il y a un problème d'identité en fait. Alors je sais que le Brésil a galéré à trouver des coachs, des sélectionneurs pour leur nation. Pardon, 2 secondes. Mais allez, pour Ancelotti, c'est contre nature du Brésil. Le football d'Ancelotti, c'est celui d'expérience, de bien défendre, de bien gérer les contre-attaques, et surtout de ne pas prendre trop de risques dans des zones qui ne le demandent pas. Mais ça, c'est tout anti-Brésil, en fait, tu vois. C'est pas une coïncidence. Mais après, peut-être qu'ils se sont dit, bon, là, la meilleure partie de notre équipe, c'est la défense. On a Gabriel, on a Marquinhos. On ramène un entraîneur défensif. Peut-être. Mais c'est comme si tu forçais le Barça à ne pas essayer d'avoir le ballon quand il joue une équipe. C'est contre nature, c'est contre. C'est. Voilà, c'est. Ça. Il y a un conflit d'identité, je trouve. Parce qu'en plus, le Brésil a une bonne équipe sur le papier, tu vois. Il y a. Bon, après, il a fait le con avec Igor Thiago et Joao Pedro. Je sais pas comment Joao Pedro ne joue pas devant Igor Thiago ou n'est pas sélectionné devant Igor Thiago. Mais passons, il y a des bonnes individualités quand même. Il y a Vinicius, il y a Rafinha, il y a Hendrick, que tu pourrais mettre à la place de Igor Thiago par exemple. Il y a Cunha, il y a Guimaraes, il y a Casemiro, il y a la très bonne défense. Bon, il n'y a pas de latéraux, c'est vrai. Il n'y a pas de latéraux. Voilà, il y a Alisson, c'est une très bonne équipe qui, normalement, vu les noms qu'ils ont dans la colonne vertébrale de cette équipe, ça devrait être pas mal quand même, franchement, tu vois. Mais pour moi, ce conflit de... Ouais, voilà. En plus, je trouve que mal balle au pied, ils ont pas les meilleurs joueurs, le Brésil. C'est assez fou de dire ça quand même, hein, d'en être arrivé là. Mais pour moi, tu vois, ça s'est montré sur le match contre le Maroc. Pour moi, c'est une équipe qui, face à une équipe qui saura jouer au foot, ne saura pas quoi faire. Parce qu'il y a un conflit de, ouais, est-ce qu'on essaie de rivaliser avec leur foot ou est-ce qu'on essaie d'utiliser nos forces par rapport à l'équipe qu'on a. Voilà. C'est difficile, mais pour moi, c'est pas possible, hein, le Brésil. Pour moi, c'est pas possible. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, les mecs, à vous lâcher sur les commentaires parce que si jamais vous aimez bien ce que je fais, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de pouvoir discuter avec vous, de parler de vos avis football, d'analyser un peu, d'avoir des discussions. C'est surtout pour ça que j'essaie de me lancer, c'est avec ce but-là. Donc, si on est capable de faire ça, ça pourrait être sympa quand même. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter si vous avez des avis pareils, différents. N'hésitez pas, je regarderai si je peux. Et donc voilà. Bon, la Coupe du Monde est très belle en ce moment. Et il y a beaucoup, beaucoup de buts. Je crois qu'il n'y a eu que 1-0-0. C'était Espagne-Curaçao. Oui, non, pardon, Cap-Vert. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de buts. Le football sauve cette Coupe du Monde. Le football sauve cette Coupe du Monde. Et tant mieux, tant mieux. Tant mieux que le football soit plus fort que tout. À la prochaine les gens.